Pendant 70 ans, les manuscrits de la mer morte ont gardé un secret que personne ne pouvait déchiffrer. Puis enfin, quelqu'un a posé la bonne question. Non pas « que disent ces manuscrits », mais « de quoi sont-ils faits ?» Dans un laboratoire de l'université de Tel Aviv, Oded Rechavi a extrait de la poussière un fragment d'ADN ancien, a effectué le séquençage et l'a congelé, car l'animal dont la peau est devenue ce parchemin n'aurait pas pu vivre à proximité de la grotte où elle a été découverte ni pendant 1 an, ni même pendant 1 jour. Et ce résultat improbable a discrètement prouvé que tout ce que vous pensiez savoir va bouleverser vos certitudes. Voici un exemple d'un des grands rouleaux. Nous en possédons 5 remarquablement bien conservés. Le berger dans la grotte. Pour comprendre l'importance de ce résultat, il faut remonter au moment où les manuscrits sont entrés dans le monde moderne. En 1947, un jeune berger bédouin nommé Mohamed Edib jeta une pierre dans une grotte près de la mer morte et entendit un bruit de fracas à l'intérieur. Il y pénétra. Il découvrit d'anciennes jarres en argile, remplies de rouleaux de cuir soigneusement enveloppés dans du lin. Il n'avait aucune idée de ce qu'il tenait entre ses mains. Personne ne l'a fait. Il cherchait une chèvre égarée lorsqu'il arriva à l'entrée d'une grotte. Il décida de jeter une pierre à l'intérieur pour tenter de la faire débusquer. Ces rouleaux se révélèrent être la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle, les plus anciens manuscrits bibliques connus datant de plus de 2 ans. Entre 1947 et 1956, environ 25 fragments représentant environ 1 manuscrit ont été découverts dans 11 grottes près des ruines de Qumran. Ils contenaient les plus anciens exemplaires connus des livres bibliques de la Genèse d'Isaïe et des psaumes, ainsi que des écrits sectaires, des règles communautaires, des hymnes et des prophéties apocalyptiques. Ils couvrent la période d'environ 250 avant notre ère à 68 de notre ère, la période la plus tumultueuse de l'histoire du judaïsme et du christianisme primitif. Conservés dans des jarres d'argile au cœur du désert aride de Judée, les rouleaux avaient survécu à tout ce qui les entourait, le temple de Jérusalem, l'Empire romain, toutes les civilisations qui s'étaient succédées au cours des 20 derniers siècles. Mais lorsque les érudits les déroulèrent enfin, les rouleaux ne contenaient pas seulement des textes anciens. Ils soulevèrent des questions auxquelles il fallut 70 ans pour commencer à répondre. D'où venaient-ils? Qui les avait écrits? Pourquoi étaient-ils cachés pendant 7 décennies? Les plus grands esprits du monde crurent détenir la réponse. Ils avaient tort. La théorie qui a prévalu pendant des décennies, selon laquelle des érudits d'universités et de séminaires du monde entier ont analysé chaque caractéristique visible des rouleaux, a été étudiée. Ils ont examiné les styles d'écriture, la couleur, la texture et l'épaisseur du parchemin, essayant de faire correspondre les morceaux provenant du même animal. Ils ont analysé la langue, la théologie, les systèmes calendaires et le style littéraire. Ce sont les plus anciens exemplaires de la Bible que nous possédions. Ils sont plus anciens que tout ce que nous avions auparavant. La théorie dominante désignait une secte juive connue sous le nom d'Esséniens. Des historiens antiques comme Flavius Joseph et Pline l'Ancien décrivaient les Esséniens comme une communauté monastique vivant en ermite dans le désert de Judée, observant des règles de pureté strictes, recopiant des textes sacrés et attendant le jugement divin sur un monde corrompu. Le site de Qumran, situé à proximité des grottes, ressemblait trait pour trait à la communauté décrite par Joseph. La théorie tenait la route. Les écrits sectaires décrivaient une communauté religieuse soudée avec sa propre hiérarchie, ses propres règles et son propre calendrier théologique basé sur le soleil plutôt que sur la lune, un défi direct au sacerdoce de Jérusalem. Les textes apocalyptiques exprimaient une hostilité intense envers l'establishment du temple. Le célèbre rouleau de guerre décrivant une bataille cosmique finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres ressemblait trait pour trait au genre de texte qu'une secte séparatiste aurait pu produire. La conclusion semblait évidente. Les Esséniens vivaient à Qumran et copiaient leurs textes sacrés, et lorsque l'armée romaine a déferlé sur la région lors de la révolte juive de 68 après Jésus-Christ, ils ont caché leur bibliothèque dans les grottes voisines. Pendant des décennies, cette histoire a fait consensus enseigné dans les séminaires, présenté dans les expositions muséales et les documentaires. Les manuscrits de la mer morte étaient à la bibliothèque essénienne, point final. Mais, attendez, c'est là que tout bascule.
Tout ce que vous venez d'entendre, les Esséniens, le monastère, le consensus vieux de 70 ans, est sur le point d'être anéanti par quelque chose que personne en 1947 n'aurait pu imaginer. Ni un nouveau rouleau, ni une nouvelle grotte, mais une conversation anodine en 2012 et un simple morceau de peau de vache qui n'aurait jamais dû exister. Abonnez-vous immédiatement, car une fois que vous aurez vu comment tout cela s'est effondré, vous ne pourrez plus l'ignorer, les failles de la théorie. Alors même que la théorie essénienne dominait le monde universitaire des questions gênantes, continuaient de surgir des questions que les méthodes traditionnelles ne pouvaient résoudre. Les rouleaux présentaient une extraordinaire diversité textuelle, différentes versions des mêmes livres bibliques, textes en différentes écritures, attribués à différentes mains. La qualité du parchemin était extrêmement variable, des peaux finement préparées côtoyaient des matériaux grossiers d'apparence presque amateur. La datation au radiocarbone appliquée à certains fragments dès le début des années 1990 a révélé que certains rouleaux étaient antérieurs à la colonie de Qumran elle-même. Les chiffres ne correspondaient pas. Et puis, il y avait cette question à laquelle personne ne pouvait répondre. Pourquoi une seule secte isolée posséderait-elle plusieurs versions contradictoires de ses propres textes sacrés? Pourquoi conserver deux versions du livre de Jérémie, dont l'une était considérablement plus longue, amputée de sections entières, et dont les chapitres étaient présentés dans un ordre totalement différent? Pour une communauté régie par une discipline religieuse stricte, cela n'avait aucun sens. Certains érudits ont proposé des alternatives. Qumran n'était peut-être pas un monastère, mais une fabrique de poterie, une villa d'hiver, une forteresse militaire. Peut-être les grottes servaient-elles de lieu de stockage sacré, où des Juifs de diverses communautés apportaient des textes anciens qu'il était impossible de détruire. Ces théories existaient, mais manquaient de preuves tangibles pour remettre en cause le paradigme dominant. Puis, un élément totalement inattendu vint bouleverser l'histoire. Non pas d'un archéologue, non pas d'un théologien, mais d'un généticien en train de déjeuner. Le déjeuner qui a tout changé. En 2012, lors d'un déjeuner à l'université de Tel Aviv, un biologiste moléculaire nommé Oded Rechavi s'est entretenu avec un bibliste nommé Noam Mizrahi. Leur conversation a porté sur les manuscrits de la mer Morte, le défi que représente l'appariement de milliers de minuscules fragments, la frustration de questions auxquelles 70 ans de recherche n'avaient pu répondre. Mizrahi a exposé le problème 25 fragments, sans titre, sans numéro de page, sans méthode infaillible pour les associer aux manuscrits. Les chercheurs travaillaient à partir de comparaisons d'écriture et de suppositions éclairées sur l'apparence du parchemin des méthodes subjectives imprécises et sujettes à erreur. Une erreur catastrophique. L'enjeu était énorme, les outils étaient inadéquats. Rechavi écouta, puis il posa une question. « De quoi sont faits les rouleaux ?»« De parchemin, » répondit Mizrahi. « De peau animale. » Rechavi marqua une pause. « Alors le parchemin contient de l'ADN. » Cette simple phrase a ouvert un champ de recherche entièrement nouveau. Rechavi était un généticien spécialisé dans l'analyse de l'ADN ancien, une technique qui avait déjà révolutionné l'archéologie en révélant les schémas de migration humaine et l'histoire des populations. Il comprit immédiatement que personne n'avait encore tenté de l'appliquer aux manuscrits. Dites-nous que c'est du cuir de vache. Bon, nous avons donc deux fragments qui se sont révélés être du cuir de vache. Avec Penina Shore, conservatrice des manuscrits de la mer Morte à l'autorité des antiquités d'Israël, Rechavi et Mizrahi, ont commencé à former l'équipe qui allait passer les années suivantes à tenter une expérience inédite. Ce qu'ils allaient découvrir allait la bouleverser, elle aussi lire l'ADN sans contact. Voici le premier problème. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes sacrés vénérés par de nombreuses traditions religieuses et par définition irremplaçables. Toute technique nécessitant des découpes des perçages ou le prélèvement d'échantillons était interdite. Les manuscrits devaient rester intacts. Comment peut-on déchiffrer le génome d'un objet qu'on n'a pas le droit de toucher? La réponse se trouvait dans les contenants eux-mêmes. Au fil de décennies d'études minutieuses de minuscules particules de parchemin s'étaient accumulées sous forme de poussière dans les boîtes
où étaient conservés les fragments de rouleaux. Cette poussière contenait du collagène, la protéine structurale de la peau animale. Incorporé dans ce collagène pendant plus de 2 ans se trouvait de l'ADN ancien. En collectant cette poussière sur les marges vierges et les bords abîmés où aucun texte n'était présent, l'équipe a pu rassembler suffisamment de matière pour l'analyse sans jamais toucher à une partie écrite des rouleaux. La réponse était enfouie dans la poussière depuis le début. Mais extraire des séquences génétiques exploitables de cette poussière s'avérait un véritable cauchemar. Le procédé de fabrication du parchemin trempage-grettage-étirement-séchage endommage l'ADN au niveau moléculaire. Les encres à base de fer sont chimiquement corrosives. Les rouleaux ont ensuite passé 2 ans dans des grottes du désert manipulées par des centaines de chercheurs pendant 70 ans, chacun laissant potentiellement des traces d'ADN moderne à leur surface. L'équipe travaillait dans des laboratoires spécialisés dans l'ADN ancien, dans des conditions qui ressemblaient davantage à une salle blanche qu'à une bibliothèque combinaison de protection intégrale, pression d'air positive, stérilisation aux ultraviolets. Ils ont mis au point des protocoles d'authentification rigoureux pour prouver que leurs séquences provenaient d'animaux anciens et non de manipulations modernes, en recherchant des schémas spécifiques de dommages moléculaires qui ne s'accumulent qu'au fil des siècles. Ils ont effectué de multiples extractions et comparé les résultats entre les laboratoires. Il a fallu des années, des centaines d'échantillons et de nombreux échecs. Finalement, ils ont obtenu des séquences génétiques fiables à partir de dizaines de fragments de manuscrits de la mer Morte. Et lorsque Reich a examiné ces séquences, il a pris son téléphone. La vache qui a fait voler en éclats la théorie. La plupart des fragments se sont révélés être en peau de mouton comme prévu. Les moutons étaient courants dans toute la Judée antique. La peau de mouton était le matériau standard pour le parchemin. Les moutons pouvaient survivre dans le désert autour de Qumran, mais certains fragments se sont révélés être en peau de vache. Noam Mizrahi contempla ces résultats. Il connaissait Qumran. Il avait passé des années avec ses textes, avec le paysage, avec l'histoire. Il resta un long moment assis à analyser les données avant de dire quoi que ce soit, car le parchemin de vache trouvé à Qumran n'était pas un simple fait divers. C'était physiquement impossible. Qumran se situe dans le désert de Judée près de la mer Morte. C'est l'un des environnements les plus arides et les plus hostiles de la planète. Les moutons et les chèvres y survivent car ils sont adaptés aux conditions désertiques, peu d'eau et une végétation robuste en terrain aride. Les vaches ne peuvent pas. Elles ont besoin d'eau en abondance, plusieurs dizaines de litres par animal et par jour. Elles nécessitent de vastes pâturages avec de l'herbe véritable. Il était impossible pour une communauté vivant à Qumran d'élever du bétail. On ne peut pas produire de parchemin à partir de fibres de vache dans le désert de Judée. Tout parchemin écrit sur du cuir de vache provenait d'ailleurs. La théorie était fausse, non pas partiellement fausse, mais fausse d'une manière qu'une vache rend indéniable. Lorsque les résultats concernant la vache arrivèrent sur son bureau à l'autorité des antiquités d'Israël, Penina Shore s'arrêta. Elle avait consacré sa carrière à la conservation et à la préservation de ces fragments. Elle connaissait la poussière de ces boîtes mieux que la plupart des gens ne connaissent de leur propre maison. Elle lut le résultat 2 fois. Elle confia à ses collègues que c'était à ce moment précis qu'elle comprit que tout allait changer. Il ne s'agissait pas seulement du débat académique sur les Esséniens, mais de tout le cadre de compréhension de ce que sont réellement les manuscrits de la mer Morte. Elle a dit avoir eu l'impression que la pièce avait basculé, et le parchemin de vache n'était pas un hasard. Il était attaché à des textes spécifiques, à des versions spécifiques de livres spécifiques, et c'est là que l'ADN devient plus étrange. Des empreintes digitales sur le parchemin. Voici ce qu'ils peuvent désormais faire qu'aucun autre chercheur n'avait pu faire auparavant. En analysant les liens génétiques entre différents échantillons de parchemin, les chercheurs peuvent déterminer si plusieurs fragments proviennent d'un même animal. 2 morceaux de parchemin provenant d'un même mouton possèdent un ADN mitochondrial quasiment identique. 2 morceaux provenant de moutons différents, non. Pendant 70 ans, l'appariement de ces fragments a reposé sur des conjectures. Désormais, on disposait de données génétiques. On disposait d'empreintes digitales. Suivez-moi attentivement car les choses sérieuses commencent. Prenons le livre de Jérémie.
Les manuscrits de la mer Morte en conservent deux versions radicalement différentes. L'une ressemble à la Bible hébraïque que nous connaissons aujourd'hui plus longue avec des chapitres dans l'ordre habituel. L'autre est nettement plus court. Il lui manque des passages entiers, des chapitres entiers, dans un ordre complètement différent. Avant la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947, nos meilleurs manuscrits hébraïques des livres de l'Ancien Testament dataient d'environ l'an 1000. Les érudits ont débattu pendant des décennies de la signification de cette datation. S'agissait-il d'une première ébauche, d'une modification théologique, d'une erreur de transcription? L'ADN a apporté une réponse fictive. Des fragments du livre de Jérémie plus courts furent écrits sur du parchemin de vache. Des fragments du livre de Jérémie plus longs furent écrits sur du parchemin de mouton. Ils provenaient d'animaux différents et très probablement de régions géographiques différentes. Il ne s'agissait pas de copies variées d'une même tradition. Il s'agissait de deux traditions textuelles distinctes, développées séparément dans des communautés distinctes de différentes régions de l'ancienne Judée. Voilà deux versions complètement différentes du livre de Jérémie, conservées par deux communautés distinctes qui ne se sont jamais entendues sur son contenu. Relisez cette phrase « deux communautés, deux Bibles ». L'équipe a également examiné les chants du sacrifice du sabbat, un texte liturgique décrivant le culte angélique dans le temple céleste. Des copies ont été découvertes à Qumran et à Masada, la forteresse où les rebelles juifs ont livré leur dernière bataille contre Rome en 73 après Jésus-Christ. L'analyse ADN a révélé que plusieurs fragments de Qumran provenaient d'animaux complètement différents. Le texte était populaire, largement copié, produit indépendamment et n'appartenait pas à une seule secte. Vint ensuite l'analyse des liens de parenté. En examinant les marqueurs d'ADN nucléaire, les chercheurs pouvaient parfois déterminer que les parchemins provenaient d'animaux génétiquement apparentés, frères et sœurs cousins, membres du même troupeau. Des groupes d'animaux apparentés pointaient vers un centre de production précis où plusieurs rouleaux étaient fabriqués à partir d'animaux d'origine locale à peu près au même moment. Et voici ce qui est apparu ensuite. Certains groupes de parchemins génétiquement apparentés, manifestement produits ensemble au même endroit, ont été mélangés à des parchemins totalement différents, provenant de sources d'animaux et de troupeaux différents. Aucun lien génétique n'a été établi. La collection ne s'était pas développée organiquement à partir d'un seul scriptorium. Elle avait été constituée à partir de sources multiples, représentant de multiples communautés sur plusieurs décennies, voire des siècles. La théorie de la bibliothèque essénienne ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est effondrée. Un monde aux multiples voix. Voici ce que cela signifie. Si les rouleaux provenaient d'une seule secte isolée de Qumran, leur extraordinaire diversité était presque inexplicable. Pourquoi une seule communauté aurait-elle conservé plusieurs versions contradictoires de textes sacrés? Pourquoi aurait-il conservé des exemplaires représentant des positions théologiques auxquelles ils s'opposaient? Mais si la collection provenait de plusieurs communautés de l'ancienne Judée rassemblées dans les grottes au fil des décennies et d'une crise finale catastrophique, tout s'explique. La diversité n'est pas un problème. C'est là tout l'enjeu. Les preuves ADN ont corroboré une théorie avancée par certains chercheurs, mais jamais prouvée. Les mêmes grottes où la pierre de Muhammad Dib a brisé le vase d'argile en 1947 servaient de Génisa. Un lieu de conservation sacré où les Juifs de différentes communautés déposaient des textes usés ou théologiquement sensibles. Selon la loi juive, tout document contenant le nom divin ne peut être jeté. Il doit être conservé avec respect. Dans l'Antiquité, les communautés disposaient d'espaces de stockage spécifiques appelés géniseaux, précisément à cette fin. Imaginez ceci, Jérusalem n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Qumran. Lorsque l'armée romaine assiégea la ville entre 68 et 70 de notre ère, les Juifs, fuyant le désastre, ont peut-être emporté des textes sacrés dans le désert. Ces matériaux s'ajoutent à ceux que les communautés déposaient dans les grottes depuis des générations. Rouleaux familiaux, rouleaux synagogaux. Textes qu'un monde à l'agonie tentait de sauver. Les grottes près de Qumran n'étaient pas les archives privées d'un monastère. Elles constituaient une bibliothèque sacrée appartenant à tout Israël. Les fragments de parchemin de vache, en témoignent plus précisément les textes, circulaient physiquement entre les régions.
Quelqu'un avait transporté des rouleaux écrits sur du cuir de vache depuis des régions plus humides et fertiles au nord ou à l'ouest du désert jusqu'au désert de Judée. Il ne s'agissait pas d'une communauté repliée sur elle-même, mais d'un réseau interconnecté de communautés juives échangeant textes, idées et pratiques religieuses. Voici ce que cela implique pour les origines du christianisme. Le monde dans lequel Jésus a vécu n'était pas un monde d'uniformité théologique. C'était un monde de débats religieux vigoureux et géographiquement diversifiés. Les manuscrits de la Mer Morte n'appartenaient à aucun camp dans ce débat. Ils ont saisi l'intégralité du débat alors même que la Bible était encore en cours d'écriture. Pour les exégètes, les implications sont profondes. Il n'existait pas de texte unique et faisant autorité du livre de Jérémie accepté par tous. De multiples versions plus courtes, plus longues, agencées différemment, étaient conservées au sein de communautés distinctes comme leur version reçue du texte sacré. Pour la Genèse, les psaumes et les livres des prophètes, le processus de canonisation était toujours en cours, toujours sujet à controverse, toujours irrésolu. Il ne s'agissait plus d'une simple théorie l'ADN, en était la preuve tangible. Différentes communautés dans différentes régions géographiques conservaient indépendamment différentes versions de la Bible. La tradition textuelle n'était pas figée, elle était vivante, et cela variait selon les lieux. L'environnement dans lequel Jésus a vécu et enseigné, dans lequel le mouvement chrétien primitif a pris forme, était précisément imprégné de cette diversité des visions concurrentes des Écritures, des interprétations concurrentes de la loi, des espoirs concurrents quant à ce que Dieu ferait ensuite. Et les preuves étaient restées sous la poussière oubliée sur une étagère pendant tout ce temps, des questions que personne n'osait poser. La publication de l'étude ADN en 2020 a ouvert une ère nouvelle dans la recherche sur les manuscrits de la Mer Morte. Plus remarquable encore que les réponses apportées, ce sont les questions qu'elle a permis de poser pour la première fois qui sont désormais possibles. Avant ces travaux, les chercheurs ne pouvaient déterminer avec certitude scientifique si deux fragments provenaient du même manuscrit, si un texte avait été produit en un seul lieu ou en plusieurs, ni si des rouleaux spécifiques partageaient un lien physique autre que leur sujet. Désormais, c'est possible. Les chercheurs peuvent-ils identifier des centres de production spécifiques pour différents textes? Peuvent-ils cartographier le réseau géographique des communautés de scribes juifs? Peuvent-ils retracer la diffusion des traditions textuelles dans l'ancienne Judée au fil des décennies et des siècles? Les chercheurs étudient déjà ces questions en analysant l'ADN. D'un échantillon beaucoup plus important de fragments en combinant des données génétiques avec une imagerie multispectrale qui permet de récupérer des textes invisibles à l'œil nu et en constituant des bases de données d'ADN animal ancien provenant de tout le Proche-Orient. L'objectif est d'établir une carte géographique de référence suffisamment précise pour permettre aux chercheurs, à partir d'un simple fragment de rouleau, de situer approximativement dans le monde antique l'animal dont la peau portait ce texte. Le travail de déchiffrement des manuscrits de la Mer Morte est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. L'histoire inscrite dans la peau, l'étude ADN, représente bien plus que la résolution d'un simple débat archéologique. Pendant 70 ans, de brillants chercheurs ont étudié ces textes avec tous les outils disponibles. Ils ont déchiffré des écritures anciennes, traduit des dialectes obscurs, reconstitué des manuscrits endommagés. Leur travail était réel et irremplaçable, mais certaines questions restaient sans réponse. L'analyse graphologique est subjective. La comparaison des parchemins est imprécise. La critique textuelle peut identifier des schémas, mais ne peut pas toujours déterminer si ces schémas reflètent une seule communauté ou plusieurs. La biologie moléculaire a offert une perspective nouvelle. En analysant les informations génétiques préservées dans le support même des textes sacrés, les scientifiques ont répondu à des questions qui semblaient jusqu'alors insolubles. Les découvertes réalisées ont dépassé toutes les espérances des chercheurs. Les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas le manifeste théologique d'une secte radicale se cachant de Rome dans le désert. Il s'agit de la littérature sacrée accumulée de l'ancien Israël, diverses sujettes à controverses et profondément humaines dans sa variété et ses contradictions. De multiples voix, de multiples communautés, de multiples versions de la Bible. Chacune emportée par quelqu'un dans une grotte du désert de Judée à l'aube de la fin du monde qu'il connaissait.
Nous n'avons fait cette découverte que parce que les scientifiques ont appris à déchiffrer l'histoire inscrite non pas dans l'encre à la surface, mais dans l'ADN des animaux dont la peau portait cette encre pendant 2 ans de silence. En 1947, une pierre tombée du ciel a brisé une jarre en argile et a permis au monde antique de s'exprimer à nouveau. En 2020, Oded Retchevi a séquencé l'ADN d'échantillons de poussière ancienne. Le berger a ouvert la porte. Le généticien a entendu ce que la porte attendait de dire. Si ce genre d'histoire vous touche, celle où une simple conversation autour d'un déjeuner peut bouleverser l'histoire, abonnez-vous sans plus attendre. Activez les notifications car ce n'est que le début.